Les helminthes ou les vers sont des métazoaires, c'est-à-dire des êtres pluricellulaires possédant des tissus différenciés. On les retrouve souvent sous la forme adulte de sexes mâles et femelles, sous forme larvaire et sous forme d'œuf. On les classe en deux catégories, d'un côté les vers plats appelés platelminthes et de l'autre les vers ronds appelés rentelminthes. Non, on les appelle nématelminthes ou encore nématodes. Les platelminthes sont classés en deux groupes, les cestodes, qui sont des vers plats segmentés, et les trématodes, eux, sont non segmentés. Ce sont des cestodes qui vont être à l'origine des téniasis, échinococoses et cysticercoses. Les trématodes sont à l'origine des bilharzioses et des distomatoses. Maintenant, les nématelminthes ou nématodes. Selon la voie de contamination de l'homme, on distingue les nématodes à transmission orale, les nématodes à transmission transcutanée et les nématodes à transmission tissulaire. Les nématodes à transmission orale, ce sont les ocirrhoses, trichocéphaloses, ascaridioses, trichinelloses, toxocaroses et dracunculoses. Les nématodes à transmission transcutanée, ce sont les ankylostomoses et les angululoses. Les nématodes à transmission tissulaire, ce sont les onchocercoses, l'oaose et les filarioses lymphatiques. Salut, bienvenue dans Médéo pour ce cours de parasitologie médicale, l'onchocercose. L'onchocercose, encore appelée volvulose, est une hématodose due à une filaire cutanée au nom de Onchocerca volvulus, alias onchocerca. Elle est transmise par une petite mouche infestée du genre Similium. Quatrième cause de cécité dans le monde, il s'agit d'une maladie tropicale négligée. Voyons l'épidémiologie. La morphologie du ver montre à l'état adulte un corps cylindrique, long et fin, entouré de cuticules lisses avec des extrémités non pointues. La femelle, plus grande que le mâle, est vivipare, c'est-à-dire qu'elle ne pond pas des œufs, mais libère directement des larves qu'il convient d'appeler microfilaires. Chaque année, 500 000 à 1 million de microfilaires sont émis par la femelle vivipare. Ces microfilaires sont filiformes. Leur évolution passe par 3 stades de développement. D'abord le stade L1, ensuite le stade L2 et puis le stade L3 qui est la forme robuste, infectieuse, transmise à l'homme. Les vecteurs. Ce sont des insectes diptères, c'est-à-dire des insectes à 2 ailes, désignés sous le nom de simuli. Ils ont un aspect bossu et sont souvent colorés en noir, ce qui leur vaut le nom commun de mouche noire. Seule la femelle est hématophage et sa piqûre est douloureuse. Penchons-nous sur le cycle de vie de l'onchocerca. La contamination de l'homme se fait par la piqûre d'une simuli infestée. Au cours de cette piqûre, les larves L3, présentes dans les pièces buccales de l'insecte, pénètrent la plaie, puis migrent vers les tissus sous-cutanés où elles se développent lentement pour donner des vers adultes mâles et femelles. Ces vers adultes vivent dans les nodules sous-cutanés qu'il nous convient d'appeler onchocercomes. Une fois matures, les vers adultes donnent naissance à des microfilaires au stade L1. Lors de son repas sanguin, une nouvelle mouche se contamine en ingérant les L1. Une fois ingérées, ces larves L1 vont migrer pour atteindre les muscles thoraciques. Dans les muscles thoraciques de la simuli, les microfilaires subissent plusieurs transformations en passant par le stade L2 avant de donner les larves infectieuses L3. Ces larves L3 migrent ensuite vers les glandes salivaires de la simuli. À ce stade, les larves sont prêtes à être transmises lors d'un nouveau repas sanguin. Passons maintenant à la clinique. Sur le plan clinique, l'onchocercose est caractérisée par une gamme variée de symptômes. Ces symptômes peuvent être divisés en 3 catégories principales. On distingue les manifestations cutanées, les manifestations oculaires et les manifestations systémiques. Les manifestations cutanées sont les plus fréquentes et peuvent se présenter sous différentes formes, dont l'onchodermite et l'onchocercome. L'onchodermite est une inflammation chronique de la peau due à l'invasion par les microfilaires. L'un des symptômes observés est la démangeaison intense, souvent invalidante, qui résulte de la mort des microfilaires sous la peau. Cette démangeaison persistante peut évoluer vers des lésions cutanées spécifiques telles que la gale filarienne, caractérisée par des lésions cutanées et des lésions dues au grattage répétitif, une pachydermie, c'est-à-dire un épaississement de la peau, souvent localisé au membre inférieur, une atrophie cutanée où la peau s'amincit et perd son élasticité, donnant un aspect prématurément vieilli, et une forme de dépigmentation appelée pseudo-vitiligo-onchocercain, marquée par l'apparition de taches blanchâtres sur la peau, souvent comparée à la peau de léopard. L'onchocercome
Il s'agit de l'enquistement de parasites adultes dans des nodules sous-cutanés de taille variable, donnant des masses palpables, fibreux, indolores et mobiles, siégeant préférentiellement en regard des plans osseux. Ils ne suppurent pas et ne se calcifient pas. Voyons maintenant les manifestations oculaires. Également appelées cécité des rivières, elles résultent principalement de la migration et de la mort des microfilaires dans les structures de l'œil. Elles se manifestent par l'héméralopie, c'est-à-dire une cécité nocturne, qui est l'un des premiers signes gênant le malade dans ses activités quotidiennes, des rougeurs et larmoiements liés à l'irritabilité oculaire. Au fil du temps, la vision diurne est également affectée avec un rétrécissement progressif du champ visuel. Il est possible de détecter des microfilaires vivants dans l'œil lors de l'examen clinique. Si la maladie n'est pas traitée, une cécité définitive et irréversible peut s'installer. Maintenant, les manifestations systémiques. Les manifestations systémiques sont rares, mais certains patients peuvent développer des symptômes plus généralisés en raison de la charge parasitaire élevée et d'un envahissement de tous les organes par le parasite. Dans ces cas, des microfilaires peuvent être détectés dans les urines, on parle alors de microfilarurie, ou dans le sang, où on parle de microfilarémie. Passons maintenant au diagnostic. Plusieurs méthodes sont utilisées pour le diagnostic de l'onchocercose. Le prélèvement peut concerner le derme, le liquide de ponction nodulaire ou le nodule lui-même, l'urine et le sang en cas d'onchocercose généralisée. Pour le prélèvement du derme, la méthode la plus utilisée est la biopsie cutanée exsangue. Elle consiste à prélever un petit fragment de peau, généralement au niveau de l'épaule, dans le but de confirmer au microscope la présence de microfilaires. Pour les nodules prélevés, après dénodulation, on peut retrouver à l'œil nu les parasites adultes. Dans l'utérus des femelles adultes, on peut retrouver des microfilaires. Le diagnostic à partir de l'urine se fait suite à une concentration des microfilaires par centrifugation de l'urine prélevée. Le culot de centrifugation sera donc recueilli pour confirmer au microscope une microfilarurie, c'est-à-dire la présence de microfilaires dans l'urine. Pour le diagnostic à partir d'un prélèvement de sang, des techniques spécifiques de concentration sont utilisées. Il s'agit des techniques de leucoconcentration. En fait, la technique de leucoconcentration consiste à concentrer les leucocytes dans un échantillon de sang dans le but de faciliter l'observation des microfilaires. Pour ce faire, deux méthodes sont souvent utilisées. Ce sont la technique de Ho-Chi-Sang et la technique de Knott. La technique de Ho-Chi-Sang consiste à leucoconcentrer par hémolyse, c'est-à-dire par destruction des hématies, à partir d'une solution de NaCl et de saponine. Parce que les globules rouges, plus nombreux, empêchent l'observation des microfilaires. Il faut donc les détruire. Ensuite, une centrifugation permet d'obtenir un culot où sont concentrés les microfilaires. Dans le cas de la technique de Knott, la leucoconcentration se fait par hémolyse à partir d'une solution de formol à 2%. Et là encore, une centrifugation va permettre d'obtenir un culot où se concentrent les microfilaires. En plus des méthodes parasitologiques précitées, le diagnostic de l'onchocercose peut également s'appuyer sur d'autres méthodes, notamment les méthodes sérologiques, par la détection d'anticorps ou d'antigènes spécifiques à Onchocerca volvulus. Ils sont particulièrement utiles lorsque les microfilaires ne sont pas facilement détectables. Les méthodes moléculaires telles que la PCR peuvent également intervenir dans le diagnostic de l'onchocercose par la détection du matériel génétique du parasite.